En 1952, les chercheurs Holt et Milner implantent des électrodes dans le cerveau de rats. L'objectif, contrôler leur comportement en stimulant la zone de la peur avec de petites décharges électriques. Le fonctionnement est assez simple. Chaque rat est placé dans un enclos dont l'un des coins est piégé. S'il s'en approche, il reçoit une décharge qui insuffle en lui une profonde sensation de peur, ce qui le fait immédiatement s'écarter. L'expérience fonctionne comme prévu, et au bout de quelques tests, les rats évitent systématiquement un coin de leur cage. Mais pour l'un des rats, l'effet inverse se produit et il y retourne continuellement. Les chercheurs augmentent alors la puissance des chocs et le rat devient encore plus obstiné. Ils décident alors de l'autopsier et révèlent une erreur. Ils avaient implanté l'électrode dans l'aire septale, une zone proche mais différente de celle qu'ils visaient. Les deux chercheurs imaginent alors une autre expérience. Ils sélectionnent de nouveaux rats et leur implantent des électrodes dans la région qu'ils viennent d'identifier, l'aire septale. Mais cette fois, les rats peuvent activer les électrodes eux-mêmes grâce à un levier. Le résultat, c'est qu'ils appuient sur le levier autant qu'ils le peuvent, jusqu'à plus de 100 fois par minute. Quand ils augmentent la puissance des chocs, les rats supportent des décharges tellement fortes qu'ils se retrouvent propulsés contre les parois de leur cage. Mais dès qu'ils reprennent leurs esprits, ils se précipitent sur la manette pour s'en envoyer une autre. Ils délaissent tout ce qu'on leur propose, eau, nourriture, sexe, et se laissent mourir de faim juste pour s'envoyer plus de chocs électriques. Holt et Milner venaient de découvrir un nouveau continent du cerveau, le système de récompense. Le cerveau, c'est plein de circuits qui ont chacun leur fonction. Parmi eux, le système de récompense est celui qui nous pousse continuellement à accomplir les objectifs biologiques fixés par notre corps. Il fonctionne grâce à un neurotransmetteur, la dopamine. C'est une molécule qui permet aux neurones de communiquer entre eux. À chaque fois qu'on accomplit une action censée favoriser notre survie, les informations sensitives remontent jusqu'à notre cerveau. Là, notre système de récompense libère de la dopamine et on ressent du plaisir. Mais la dopamine n'est pas exactement l'hormone du plaisir en elle-même. Par exemple, un singe est enfermé dans une cage avec une petite lumière et un levier, et il sait qu'à chaque fois qu'elle s'allume, il n'a qu'à activer le levier 10 fois pour obtenir sa récompense. Initialement, tout le monde pensait que le pic de dopamine serait au moment de la récompense, c'est-à-dire quand le singe obtient sa friandise. Mais en fait, dès que le singe est habitué à l'exercice, l'hormone est délivrée à partir du signal visuel, la lumière. Autrement dit, la dopamine correspond au plaisir par anticipation, celui qui motive à accomplir l'effort. Précisément, c'est le singe qui se dit « Génial, je vais encore avoir une friandise ». Dans la nature, c'est ce même système qui pousse à partir à l'aventure. Si nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs ont survécu dans des conditions terribles, c'est grâce à l'équilibre entre d'un côté leur système de récompense, qui pousse à l'exploration, et d'un autre côté leur peur, qui pousse à la préservation de soi. Ceux qui étaient entièrement soumis à leur système de récompense ont été trop impulsifs et sont morts jeunes en prenant des risques inconscients. A l'inverse, ceux qui étaient dominés par la peur, donc avec un système de récompense trop faible, n'ont pas pris les risques nécessaires à la survie en milieu hostile. Parce qu'un individu déprimé et sans aucun désir d'explorer son environnement sera peu efficace à ramener de la nourriture et à protéger les siens. Donc au départ, le système dopaminergique est nécessaire, mais il est adapté à la survie dans un environnement complètement différent du monde d'aujourd'hui. Avec l'avènement des nouvelles technologies, l'opportunité d'exploiter notre biologie est apparue. Maintenant, pour expliquer le succès des smartphones et des réseaux sociaux, il faut comprendre en quoi ils fournissent exactement ce que demande le système de récompense. Déjà, la nouveauté. Nos ancêtres ont évolué pour rechercher la nouveauté. Nouvelles sources de nourriture, nouveaux partenaires sexuels, nouveaux environnements. Dans la nature, nouveauté signifie meilleure chance de survie. Les notifications sont donc les outils parfaits. Elles donnent toujours l'impression que quelque chose de nouveau vient d'arriver et méritent notre attention. Il en est de même pour le scrolling, l'action de faire défiler à l'infini Facebook, Twitter ou Instagram. Pour nos fils d'actualité, il y a toujours quelque chose de nouveau et intéressant à voir. Mais il y a quelque chose que notre système de récompense aime encore plus. Reprenons notre singe. Les premiers comportementalistes comme Skinner ont remarqué un effet intéressant. On réitère l'expérience du singe qui doit attendre et activer le levier pour pouvoir obtenir sa récompense. Mais cette fois, il ne l'obtient que 50% du temps. Notre singe est maintenant dans la certitude. À chaque fois, il ne sait pas s'il recevra ou pas sa récompense. Le résultat, c'est que son cerveau produit 2 fois plus de dopamine. Introduire un peut-être dans l'équation, un élément de hasard dans le système, voilà ce qui permet de rendre un comportement addictif. Comme le dit Robert Sapolsky, neuroendocrinologue, rien ne rend plus accro que l'incertitude. Alors voilà comment les designers des réseaux sociaux et des applis en tirent profit. Plutôt que d'exposer l'utilisateur à un contenu nouveau et stimulant à chaque fois qu'il ouvre l'appli, il est seulement récompensé certaines fois. Et c'est cette incertitude qui crée le conditionnement, le même que pour les machines à sous et le loto. Lui, c'est Justin Rosenstein, entrepreneur dans la Silicon Valley. Il s'est banni de Snapchat, s'impose des limites horaires sur Twitter et a même demandé à ses assistants de lui installer un contrôle parental qui l'empêche de télécharger des applications. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est lui-même qui a créé les likes de Facebook. Mais quand il s'est rendu compte de leur influence sur nos cerveaux, il a directement commencé à lutter contre l'intrusion des réseaux sociaux dans notre vie.
Toutes les entreprises, des startups jusqu'aux multinationales, sont soumises à la loi du marché. Pour rester compétitives, elles doivent inclure l'addiction de leurs utilisateurs dans le cahier des charges. Ça les conduit à tout optimiser, jusqu'à étudier minutieusement le son des notifications. Les entreprises s'arrachent les jeunes ingénieurs qui sortent des cours de technologie persuasive, et il existe aujourd'hui à Stanford un département entier consacré à la captologie, l'art de capter l'attention. Hacker la psychologie humaine, voilà le véritable enjeu du XXIe siècle. Notre système de récompense nous permet de nous orienter. En déterminant nos désirs, il est la boussole qui nous indique la direction à suivre. Mais aujourd'hui, des aimants sont conçus pour perturber cette boussole. En nous fournissant un flux infini de distractions, ils nous permettent d'échapper facilement et rapidement à l'ennui de la vie quotidienne, alors que cet ennui est nécessaire à toute création. Mais laisser des entreprises contrôler nos désirs, c'est signer l'arrêt de mort de notre libre arbitre. Et puis il faut voir les choses en face. Si on les laisse prendre le contrôle de nos esprits aussi facilement, c'est parce qu'on est leur complice, par facilité ou simplement par lassitude. Voilà comment marche le cerveau. À chaque fois que des circuits sont stimulés, ils se renforcent et grossissent, ce qui rend leur future activation encore plus facile. Ce qui crée le cercle vicieux des addictions, c'est lorsqu'un comportement est tellement renforcé qu'il prend le contrôle du système de récompense entier. Donc en ce moment même, tu es devant un embranchement. Tu peux choisir de renforcer tes circuits de récompense rapides et impulsifs et laisser ton désir de nouveauté meubler ton temps. Devenir un individu qui ne sait ni d'où il vient ni où il va et qui cherche distraction après distraction pour combler le vide qui se crée en lui. Ou bien tu peux choisir de créer ta propre boussole. Ne pas réprimer ton système de récompense, mais simplement le reprogrammer pour éprouver du plaisir lorsque tu te rapproches d'un but de long terme, pour apprécier tous les jours les progrès que tu fais sur le chemin que tu as choisi. Parce que pour celui qui souhaite laisser un projet à la postérité, il n'y a pas d'autre chemin que la rigueur et la persévérance. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'une addiction est socialement acceptée qu'elle est moins dangereuse. La preuve, c'est que notre capacité à diriger volontairement notre attention a drastiquement baissé ces dernières années. Et c'est normal. Si on vit submergé dans un flux constant d'informations, il devient de plus en plus difficile de nous concentrer sur un livre ou une tâche complexe. Les Français passent en moyenne presque 5 heures par jour sur Internet. C'est sûr qu'une partie du temps est utilisée à bon escient. C'est sûr. Mais honnêtement, combien de ce temps est gâché ? Sans doute plusieurs heures par jour et par personne. Et surtout chez les jeunes. Et puis, il faut voir l'aspect positif. Si on fait le choix d'utiliser ce temps autrement, on peut faire quelque chose qui a vraiment un sens pour nous. Cultiver un talent, sculpter son corps, se consacrer à la maîtrise d'un art ou d'une discipline, voilà des projets qui peuvent nous rendre réellement fiers de nous. Ta force de volonté est comme un muscle. Si tu la renforces, si tu l'exerces, elle se renforce. Si tu la délaisses, elle diminue. Donc je veux que tu te concentres sur un seul message. La technologie est un outil et elle doit le rester. Si tu te laisses dévier constamment de tes objectifs, tu deviendras accro, comme beaucoup d'entre nous le sont à la malbouffe ou à la drogue. Tu deviendras un être faible, et par là je veux dire faible en volonté, c'est-à-dire incapable de faire ce qu'elle considère comme le bien. Tu perdras toute chance de viser la grandeur, de te distinguer par tes créations et à terme, de tenter d'approcher l'immortalité.